Bonsoir, nous allons donc commencer le webinaire sur la magnétothérapie. Je vais commencer par me présenter. Je suis Pierre Martignac, titulaire donc d'un diplôme en bioenvironnement électromagnétique que j'ai fait dans le laboratoire du professeur Santini, qui dirigeait le département de pharmacologie de l'INSA. J'ai débuté ma carrière en 1989. En géobiologie et en santé de l'habitat, pollution électromagnétique, etc. L'exercice donc de cette activité pendant quelques années m'a amené à avoir des contacts avec des chercheurs avec des équipes de chercheurs dans une centaine de pays. Et donc, ça m'a donné accès à un grand nombre de publications scientifiques, de données scientifiques, de tests de médecine, etc., qui m'ont permis d'élargir mon panel de connaissances un peu dans toutes les utilisations des aimants. Ça m'a également permis de rédiger un ouvrage que vous apercevez, dont vous apercevez la couverture, qui a eu un gros tirage pour un livre technique, même s'il est grand public, puisque depuis 1997, il a été vendu à 25 000 exemplaires. Et donc, ça m'a permis d'être connu du grand public qui s'intéresse à ces sujets-là, ce qui m'a incité à faire des conférences et des séminaires, et également des conseils en industrie. Et donc, j'ai rédigé pour cette conférence de ce soir un schéma qui montre un petit peu toutes les différentes utilisations. Donc là, ça va sortir un petit peu de la magnétothérapie, mais ça va permettre de comprendre un petit peu toutes les différentes utilisations diverses dans lesquelles on peut utiliser les aimants. Ça ne va pas être exhaustif, hein. Vous voyez sur le schéma que j'ai fait, j'ai juste surligné en jaune celles dont je vais vous citer, les utilisations, et qui vont vous faire comprendre qu'il y a un très très grand nombre d'applications pratiques. Donc par exemple, on peut utiliser les champs magnétiques des aimants dans la vinification, dans le brassage de la bière. C'est également utilisé dans le traitement des produits laitiers pour diminuer l'acidité, etc., par exemple. C'est en vrac, hein, il n'y a pas de lien entre les uns et les autres, puisque vous voyez que la deuxième utilisation que j'ai surlignée, c'est la pigmentation des colorants. Donc c'est utilisable aussi bien dans l'industrie, par exemple pour la teinture des textiles en coton, aussi bien que pour l'utilisation de la teinture des cheveux quand on veut utiliser par exemple des pigments naturels chez les coiffeurs. Il y a également le traitement magnétique des graines en agriculture, soit pour les rendre plus résistantes aux températures, aux UV, pour stimuler la croissance, stimuler la production de sucre dans certaines plantes, etc. C'est également utilisé pour ralentir la croissance des bactéries ou des moisissures sur tout ce qui est alimentation, les fruits, etc., les légumes. Dans un tout autre domaine, je continue, donc vous voyez vers le bas, c'est indiqué rendement des pompes à chaleur ou des climatiseurs ou même des réfrigérateurs. Quand on magnétise les liquides de refroidissement, enfin ou les liquides caloriporteurs, que ce soit du chauffage ou du refroidissement, on augmente leur capacité calorifique en fait, et donc leur rendement. Il y a un autre cartouche en bas où j'ai noté jet dentaire. Là, on retombe sur de la magnétothérapie, puisque en fait, quand on magnétise l'eau qu'on utilise dans les jets dentaires, on a des effets intéressants sur la lutte contre les bactéries nocives au niveau des gencives notamment. Et donc, ça augmente l'effet classique du jet dentaire, c'est-à-dire que le jet dentaire classique, il déloge les saletés qui sont coincées entre les interstices dentaires, etc. Mais en plus, le fait d'utiliser une eau magnétisée a un effet antibactérien ou bactériostatique. On a également un effet, par exemple, vous voyez, sur les bétons, c'est-à-dire que le fait d'utiliser une eau magnétisée quand on fait un mix avec le béton permet de rendre le béton plus dur, moins sensible aux pluies acides, par exemple, etc. On a un effet également sur les carburants, que ce soit des carburants classiques, c'est-à-dire essence, diesel, etc., ou des biocarburants, comme par exemple de l'huile de friture. Vous savez que maintenant on utilise l'huile de friture. C'est également efficace
quand on traite au passage les gaz style butane, propane, etc. On augmente la propriété et le rendement calorifique. On diminue également sensiblement les émissions de polluants une fois que tous ces carburants ont été brûlés. Une autre utilisation complètement différente, vous voyez que c'est très très varié en fait. On peut utiliser les aimants pour faciliter l'évaporation. Alors lorsqu'on fait par exemple de la distillation d'alcool ou des choses comme ça, ou lorsqu'on fait également en matière d'appareils de distillation d'eau de mer pour des coins reculés où il n'y a pas d'eau douce. Donc on peut augmenter et accélérer l'évaporation. Et puis le dernier exemple que je vais citer, c'est dans les piscines, qu'elles soient privées ou publiques. Le fait d'installer des aimants sur le circuit d'eau augmente l'effet du chlore et donc du coup, de ce fait-là, permet de diminuer le taux de chlore en fait. Donc voilà un petit peu les différents domaines, enfin des exemples de domaines dans lesquels les aimants sont utilisés, aussi bien au niveau du particulier que de l'industriel, et ou même des thérapeutes. Euh, et donc voilà, j'interviens dans ces différents domaines en conférence ou en conseil auprès des entreprises. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un champ magnétique. Donc c'est un volume de l'espace dans lequel se fait sentir une influence magnétique. Donc une influence magnétique, c'est une influence qui se fait sentir sur des corps qui sont sensibles au champ magnétique. Hein. Donc les plus classiques, c'est le fer. Tout le monde sait qu'un aimant attire des clous, des trombones, par exemple, en fer. Il y a également d'autres matériaux qui sont quasiment aussi sensibles que le fer, c'est le nickel et le cobalt. D'ailleurs, ces trois matériaux, fer, nickel, cobalt, rentrent souvent dans la composition des aimants, en fait, qui sont des alliages, mais disons que ça peut être les principaux composants. Alors, là, on a parlé de l'influence dans un volume donné sur le fer, le nickel et le cobalt. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est utilisé enfin, c'est ce qui permet d'avoir une efficacité, un effet en magnétothérapie. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les composants pratiquement ont une sensibilité magnétique. Donc, en dehors du fer, du nickel et du cobalt, on peut parler par exemple de l'oxygène, qui est paramagnétique, c'est-à-dire que le champ magnétique a le même effet que sur le fer, le nickel et le cobalt. C'est-à-dire que l'oxygène est attiré par un champ magnétique qui soit sud ou nord, l'oxygène est attiré. Donc, si vous avez par exemple la possibilité de faire une bulle de savon gonflée avec de l'oxygène et que cette bulle de savon qui flotte dans la pièce, vous approchez un aimant de cette bulle de savon, vous allez voir que la bulle de savon va se rapprocher tout doucement de l'aimant parce que l'oxygène est paramagnétique. On peut parler également de l'eau. Parce que l'eau, en fait, pourquoi l'eau? Parce que l'eau est un composant, le principal composant en fait du corps humain ou des corps animaux d'ailleurs, puisque les bébés sont environ composés à 70% d'eau, les adultes vieillards tournent plutôt autour de 60%, mais donc quel que soit l'âge, on est fortement composé d'eau. Et donc l'eau a un comportement diamagnétique, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on approche un aimant d'une molécule d'eau, la molécule d'eau est légèrement repoussée, contrairement aux corps ferromagnétiques ou diamagnétiques qui sont attirés. Et puis, on peut parler également du calcium, etc., tous les oligo-éléments. Alors, le calcium est un élément particulier parce que c'est un des principaux, oui, le principal composant régulateur de la vie cellulaire. Et d'ailleurs, on pourra montrer dans quelques instants la mini-vidéo sur les cellules. Et donc, en fait, le fait d'approcher un aimant d'une cellule va jouer sur les échanges de calcium de cette cellule. Je ne rentre pas dans le mécanisme qui est un petit peu compliqué, mais voilà un petit peu donc, ce que c'est qu'un champ magnétique et l'influence que ça a sur la biologie. Donc maintenant, on va regarder des bactéries qu'on appelle dites magnétotactiques, c'est-à-dire c'est des bactéries qu'on trouve dans des flaques d'eau, dans des étangs, etc. Sur la photo, vous voyez que ces bactéries comportent des petits points noirs qui sont en fait des aimants microscopiques naturels qu'elles sécrètent. Ces microscopiques aimants s'appellent magnétosomes exactement. En fait, ces bactéries utilisent ces espèces de petits aimants naturels
pour s'orienter. Alors les bactéries qu'on trouve dans l'hémisphère nord sont attirées par la polarité sud et les bactéries qu'on trouve dans l'hémisphère sud sont attirées par la polarité nord. Pourquoi? Parce que en fait, elles recherchent la plus faible concentration en oxygène, puisque c'est des bactéries qui utilisent très très peu d'oxygène en fait, et donc elles savent que en s'enfonçant vers le fond en fait, et donc en suivant le champ magnétique, eh bien elles fuient en fait les zones de forte oxygénation qui correspondent pas à leur niche écologique. Et d'ailleurs sur la vidéo, on voit que selon le pôle de l'aimant qu'on approche, les bactéries sont attirées ou repoussées par l'aimant. Donc là, je vous ai parlé des cellules. Si on prend à une échelle complètement antinomique et complètement opposée, là, on a la photographie d'une galaxie dite spirale, parce qu'elle a une forme de spirale. Et maintenant, les scientifiques arrivent à mettre en évidence de façon visuelle les champs magnétiques. Et vous voyez donc sur cette galaxie toutes les lignes de champs magnétiques au niveau de la galaxie. Donc vous voyez que aussi bien au niveau d'une galaxie complète que d'une cellule, en fait, les champs magnétiques sont omniprésents. On a également cet effet-là au niveau de la Terre. Et donc on va vous montrer un schéma qui montre le champ magnétique terrestre. Donc une petite particularité qui va être importante dans la suite, peut-être dans une autre vidéo ultérieure, mais qui a une importance fondamentale en magnétothérapie, c'est la définition du pôle nord et du pôle sud. Donc, vous voyez, au centre de la Terre, on a schématisé un aimant sous forme de bâtonnet magnétique, donc, où il y a marqué S et N, qui veut dire sud et nord. Donc, en fait, on voit que le pôle sud de l'aimant est dirigé vers le nord géographique de la Terre. C'est ce qui veut dire qu'en fait, le pôle nord géographique de la Terre est de polarité sud magnétique. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui permet de définir la polarité des aimants. C'est comme ça qu'on a défini en fait ce qu'on appelait pôle sud et ce qu'on appelait pôle nord. C'est très important parce qu'en fait, beaucoup de gens utilisent une notation inversée pour des raisons historiques qui seraient trop compliquées à expliquer ce soir. Mais donc, voilà, il est important de savoir qu'on parle aussi bien dans les livres ou dans les publications scientifiques que dans les aimants, qu'on utilise toujours la polarité, la norme en fait internationale d'appellation des pôles, en fait. Donc, vous avez compris que les cellules sont influencées par les pôles, que ce soit des cellules végétales, animales ou humaines. Dans le domaine, par exemple, de l'humain, tout le monde a entendu parler des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes. Beaucoup de gens en ont passé. Ce qui veut dire qu'en fait, le corps humain émet des courants électriques qu'on détecte et qui permettent de faire des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. D'un strict point de vue physique, dès qu'on a un courant électrique, on a un champ magnétique. En fait, tout courant électrique crée un champ magnétique et un champ magnétique va créer des courants électriques. C'est pour ça que souvent on parle de champ électromagnétique. Donc en fait, toutes les cellules en fait sont des petites machines électromagnétiques et c'est pour ça que le fait d'approcher des aimants ou de vivre dans des champs électriques ou magnétiques ou électromagnétiques ont une influence, alors soit positive, soit négative, tout dépend de ce qu'on fait. Donc concernant le champ magnétique terrestre, je dirais que l'être humain, y compris ses ancêtres et ses cousins, si on peut dire, en parlant des grands singes, et même les bactéries, en fait, avant l'apparition des êtres évolués sur Terre, ont toujours connu le champ magnétique terrestre, en fait. Donc, ça fait vraiment partie de l'environnement écologique, parce que la vie sur Terre a toujours
depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, connu le champ magnétique terrestre et évolué. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'environnement et à tel point que, par exemple, lorsque on fera des missions spatiales assez loin dans l'espace, les scientifiques seront obligés de recréer un champ magnétique dans les capsules spatiales ou dans les vaisseaux spatiaux parce que ça fait vraiment partie de l'environnement à double titre. Ça a un effet naturel sur la biologie de la cellule et du corps humain ou animal. Il y a un deuxième effet qui est très important, c'est que ça protège du rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, c'est un rayonnement qui vient non seulement du Soleil, mais également de tout l'environnement cosmique, galactique, etc. Et cet environnement est très agressif. Le champ magnétique terrestre a pour effet mécanique, si on peut dire, de nous protéger de ce rayonnement, sachant que ce rayonnement, en fait, agresse l'ADN. C'est un rayonnement, ce qu'on appelle ionisant, et si on n'avait pas le champ magnétique terrestre, il aurait ce rayonnement, en fait, favorise les cancers. Et d'ailleurs, les scientifiques se demandent si certaines extinctions massives qui ont eu lieu dans le passé ne sont pas liées aux inversions de champs magnétiques qui ont lieu naturellement en fait. Et donc, par exemple, une des hypothèses de la disparition de l'homme de Néandertal, ça serait possiblement la dernière version magnétique. Bon, on n'en est pas certain. On parle du même phénomène pour les dinosaures, même si ça a eu lieu à une autre époque, sachant que ces inversions de champs magnétiques et de pôles magnétiques se produisent régulièrement, même si ça se passe sur des centaines de milliers d'années. Et donc, ces inversions, en fait, ne sont pas régulières. Elles sont même très irrégulières, mais elles arrivent régulièrement, c'est-à-dire régulièrement, en permanence sur les millions d'années, il y a des inversions, qui durent plus ou moins longtemps d'ailleurs, etc. Donc, en fait, l'environnement magnétique est un phénomène qui joue beaucoup sur le fonctionnement biologique, à tel point qu'avant de parler de magnétothérapie, il faut parler d'hygiène préalable pour tout ce qui est la pollution électromagnétique créée par l'homme. Une des pièces, je dirais, très sensible pour laquelle il faut s'en préoccuper, c'est la chambre, pour plusieurs raisons. La chambre est un endroit où on passe grosso modo un tiers de notre vie, puisqu'on passe en moyenne 8 heures sur 24. Donc 8 heures sur 24 chaque jour, ça fait un tiers de notre vie. Deuxièmement, on est immobile, c'est-à-dire que si on a une pollution électrique à un certain niveau, eh bien, cette pollution électrique, elle se fait sentir toujours au même niveau. Donc, je dis n'importe quoi, ça peut être au niveau de la tête, au niveau des genoux. Si cette pollution, elle est toujours au même endroit pendant des années et des années, tous les jours, pendant 8 heures sur 24, on va avoir une perturbation de cette zone du corps. La troisième raison, c'est que le sommeil est un moment où le corps est censé se régénérer. Donc, si on a cette pollution qui se passe de façon répétée, durable, toujours au même endroit du corps, au moment où le corps est censé se régénérer, on va avoir un impact plus important. Donc, l'immobilité, la répétition, font que la chambre est vraiment un point important. On pourrait également mentionner le lieu de travail, mais dans le lieu de travail, on bouge plus généralement, on ne se régénère pas. On n'est pas immobile, on n'est pas allongé. Quand on est allongé, on offre une surface par rapport au sol, par exemple, si on a des fils électriques qui passent sous le lit, etc., ce qui n'est pas le cas quand on est vertical. Donc voilà pourquoi la chambre est un petit peu particulière. L'autre particularité, c'est que toute cette pollution créée par l'homme, selon les pays dans lesquels on habite, ça va être du 50 ou du 60 Hz, qui est la fréquence du courant. C'est-à-dire que le courant va changer de sens 50 ou 60 fois par seconde, ce qui n'est pas naturel en fait. Et pour parler plus précisément, quand on a son lit
ou sa tête de lit contre un mur, généralement, on a des prises d'électrique de chaque côté, même si rien n'est branché sur les prises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation électrique, ces prises sont alimentées en courant, et cette alimentation crée un champ électrique. Ce champ électrique, quand on a la tête à une vingtaine de centimètres du mur, met le cerveau, l'hypophyse, etc., dans ce champ, encore une fois, qui varie 50 ou 60 fois par seconde, sachant que le cerveau est le grand régulateur du corps, puisque c'est lui qui sécrète la mélatonine, notamment, qui est l'hormone du sommeil, mais qui est également une hormone anticancéreuse, etc. On va perturber de façon significative. Encore une fois, ça ne se fait pas sur une semaine, mais ça se fait sur un grand nombre d'années. Et généralement, notre lit est toujours au même endroit. Même quand on va à l'hôtel, généralement, on a des prises de chaque côté du mur, avec des téléphones, avec éventuellement même une télé un peu plus loin à la tête au pied du lit, etc. Donc, on baigne en quelque sorte dans un environnement. Le plus important, c'est quand même la tête de lit, puisque la tête est à une vingtaine de centimètres du mur. Et donc, ce qu'on a intérêt à faire, c'est à désalimenter les prises, en fait. Le plus simple, il y a des possibilités techniques qui sont onéreuses, mais ce qui est possible, c'est de désactiver en fait les prises qui sont à la tête du lit au niveau du tableau. C'est le plus simple, c'est gratuit. On peut également faire installer par son électricien ou soi-même, si on est un peu bricoleur, une horloge qui désactive par exemple l'alimentation de ces prises, je dis n'importe quoi, de 21h ou de 23h à 7h du matin, par exemple, de façon à être dans un lieu complètement neutre au point de vue électrique. Il faut également se préoccuper de l'autre côté du mur, sachant que de l'autre côté du mur, si vous avez des prises, par exemple, si c'est votre cuisine, ou s'il y a un réfrigérateur de l'autre côté du mur, ce réfrigérateur, il va fonctionner toute la nuit avec un moteur électrique. Ce moteur électrique, lui, en plus, il va être en fonctionnement. Donc, il va émettre un champ non pas purement électrique, mais un champ électromagnétique qui va amplifier, sachant que les murs, en fait, sont complètement transparents à tous ces phénomènes. Si malheureusement c'est chez le voisin, je dirais il faut essayer peut-être de changer sa tête de son orientation de lit pour avoir la maîtrise en fait de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Voilà, ça c'est important parce que faire de la magnétothérapie sans se préoccuper de l'environnement électromagnétique, c'est un petit peu comme si on était insomniaque et qu'on continuait par exemple à boire du café de façon énorme, ou si on avait un cancer du poumon et qu'on continue à fumer comme un pompier, etc. Donc je pense que c'est vraiment une chose de laquelle il faut se préoccuper. Et donc, l'utilisation des aimants est assez ancienne, puisque je dirais que historiquement, l'utilisation la plus ancienne par la civilisation antique, la plus reculée, en fait, c'est au sein de l'Ayurveda. Et donc, c'est l'utilisation des aimants naturels. Hein. À l'époque, c'était en fait des extraits qui sortaient d'une mine à différents endroits. Il y a des mines à peu près sur tous les continents. Donc, ils utilisaient ces petits fragments. Bon, c'était un peu aléatoire. Les aimants n'étaient pas très, très puissants, etc. Mais enfin, bon, ils arrivaient à obtenir des résultats, puisqu'on a des traces qui sont très anciennes sur l'utilisation, notamment sur les douleurs. Un peu plus récemment, bon, après, il y a eu la médecine traditionnelle chinoise, qui on sait qu'elle est l'héritière de l'Ayurveda. Après, il y a eu la médecine japonaise. Les Japonais, à l'heure actuelle, dans le monde moderne, sont très, très utilisateurs de la magnétothérapie. Nous, en Europe, on a eu un précurseur à la Renaissance, c'est Paracels. Bon, généralement, il est plus connu pour un des grands principes de la médecine. C'est tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. Donc, généralement, les gens connaissent Paracels par cette citation. Il a été également utilisateur d'aimants. Et en Europe, on peut dire que c'est le père de la magnétothérapie européenne. Alors, un des grands intérêts de la magnétothérapie, j'en ai cité un juste avant, c'est que contrairement au courant électrique, même quand on utilise des champs magnétiques très puissants, c'est pas douloureux. C'est un des avantages. Deuxièmement,
ça, c'est un avantage par rapport à la médecine allopathique classique, c'est-à-dire que quand vous avez un problème, n'importe quoi, un mal de tête par exemple, vous prenez un comprimé. Le comprimé va se passer par la voie digestive, mais il va se répartir dans le corps entier, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Vous avez mal en fait à la tête, mais le comprimé va se répartir jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des pieds, alors qu'en fait, ça n'a aucun intérêt en l'occurrence. Mais c'est le fonctionnement de la médecine allopathique. Les médicaments se répartissent dans tout le flot sanguin, etc. En fait, en magnétothérapie, ce qui est important, c'est que il faut sélectionner les aimants en fonction de ce qu'on veut faire. Le champ magnétique, en fait, il diminue rapidement avec la distance. En fait, il y a une loi qui dit que le champ magnétique diminue avec l'inverse du carré de la distance. Ça paraît un petit peu sec comme loi, mais en fait, ça veut dire que, en réalité, le champ s'effondre. Le champ d'un aimant ou enfin, n'importe quel champ magnétique s'effondre rapidement avec la distance. Ce qui veut dire que si vous prenez un aimant qui est puissant, alors j'ai pris deux exemples là d'aimants que je vous montre. Là, vous avez un aimant qui est relativement gros, et là, vous avez un aimant qu'on appelle micropastille. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Hop, qui tient dans le creux de la main, en fait. Vous voyez qu'on peut l'influencer. Ça traverse donc le corps humain. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'aimant se retourner. Il est évident que si vous mettez un aimant comme ça au niveau d'une articulation d'un doigt, par exemple, le champ magnétique sera suffisant pour couvrir l'articulation du doigt. Par contre, si vous prenez un aimant comme celui-ci, cette micropastille qui est microscopique, j'ai noté, elle fait 0,5 grammes. Ça fait 170 grammes, pardon. Les deux matériaux sont mêmes, en fait. C'est ce qu'on appelle un alliage qui s'appelle néodyme fer-bore. Ces deux matériaux sont identiques, c'est-à-dire qu'ils font 14 500 Gauss, c'est-à-dire à cœur. C'est-à-dire que si on fait une mesure à l'intérieur de l'aimant, ça nécessite un appareil spécialisé, si on fait une mesure de l'aimant, on aura 14 500 Gauss. C'est ce qu'on appelle une mesure à cœur. Si on fait la même mesure avec cet aimant-là, on aura également 14 500 Gauss. La seule différence, c'est que si je fais une mesure à 10 cm de cet aimant-là et une mesure à 10 cm de cet aimant-là, avec cet aimant-là, j'aurai quasiment plus rien en champ magnétique, alors qu'avec celui-ci, j'aurai un champ qui restera encore puissant à 10 cm. Ça, donc, c'est un élément fondamental à intégrer quand vous choisissez des aimants en magnétothérapie, selon ce que vous voulez faire, selon la profondeur de la cible. Plus la cible est loin, donc profonde, plus vous êtes obligé de prendre un aimant qui va avoir un volume important. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, si vous voulez influencer une fracture, par exemple, par-dessus un plâtre, donc il va y avoir l'épaisseur du plâtre qui va faire perdre du champ, non pas à cause du matériau, le plâtre est tout à fait transparent au champ magnétique, mais l'épaisseur du plâtre va rajouter de la distance. Et cette distance qui va être ajoutée par rapport à l'os qu'on veut influencer à l'intérieur va faire perdre un très très fort pourcentage du champ magnétique. Donc, il est toujours important de demander conseil sur les aimants que vous voulez utiliser, parce qu'il faut que les aimants soient dimensionnés par rapport à ce qu'on veut faire. Un autre élément important, c'est la surface de la cible. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'articulation d'un doigt. Bon, la surface, allez, on va dire que ça fait 1 cm de diamètre. Si on veut influencer le genou ou la hanche, là, la surface, ça va être grosso modo ça. Donc, il y a un autre paramètre qui n'est pas que la distance, mais c'est également la surface qu'on veut influencer. Donc, également un paramètre dont il faut tenir compte quand on fait le choix d'un aimant en magnétothérapie. Si vous ne prenez pas un aimant, si vous prenez un aimant qui n'est pas adapté à l'utilisation, vous n'aurez pas de résultat. Donc, souvent, les gens se disent, bon, ben, je prends un aimant, je le mets, et ça ne marche pas. Oui, c'est sûr que si vous mettez une micropastille qui tient dans le creux de ma main sur un genou, ce n'est pas la peine de faire de la magnétothérapie, ça servira strictement à rien. Un autre élément dont il faut tenir compte et qui donne lieu à de nombreuses discussions, c'est la polarité des aimants.
Je vais te montrer sur le plus gros parce que c'est plus facile. Vous voyez qu'ici, là, vous avez un petit repère qui montre que c'est le pôle Nord. Et l'autre côté, il n'y a pas de repère, c'est le pôle Sud. Ça donne lieu à de nombreuses discussions entre les physiciens classiques et puis, je dirais, les gens qui font de la biologie ou qui font de la biophysique. Personnellement, tout à l'heure, quand me suis présenté, j'ai oublié de préciser que j'avais écrit 2 bouquins. Et donc, un des 2 bouquins que j'ai écrit en 1996, vous voyez que c'est pas récent, j'ai reçu les félicitations du professeur Néel, qui est prix Nobel pour des découvertes dans le domaine, qui était prix Nobel en 1970. Donc, il ne comprenait pas, en fait, donc il m'a félicité pour le contenu de mon bouquin, mais il ne comprenait pas, en fait, cette supposée influence différente entre le pôle sud et le pôle nord. Parce que pour un physicien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une convention, le champ magnétique sort du nord, fait le tour de l'aimant et rentre par le sud. Donc c'est un peu comme, pour eux, c'est un peu comme un courant électrique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de circulation théorique. En biologie, beaucoup de biologistes, en fait, ou de médecins, etc., de chercheurs, enfin, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, se préoccupent de l'effet du pôle sud et du pôle nord, de l'effet différent. Euh, Sachant que beaucoup de chercheurs qui viennent de la médecine classique ne sont pas au courant de ça et ils font des études cliniques en utilisant soit les 2 pôles, soit un seul pôle, mais que ce soit le pôle nord ou le pôle sud, ils prennent un peu au hasard. Et donc ça, malheureusement, ça fausse, du moins ça peut fausser les résultats. Donc, je dirais que seuls les biologistes qui s'intéressent à cet aspect des choses peuvent arriver à comprendre. Et par exemple, en France, on a eu une très très bonne école en magnétothérapie, qui était l'école, entre guillemets, le chef de file, c'était le professeur Baron, qui était directeur de recherche au CNRS et qui était membre qui était titulaire de la chaire de magnétothérapie au sein de la faculté de Paris 13, en fait, hein. Et donc, en fait, il a montré que seul le pôle sud a vraiment une action prépondérante anti-inflammatoire et antalgique. Donc, il a montré qu'on n'obtenait pas du tout les mêmes résultats. Donc, avec le pôle sud et le pôle nord. Oui, je disais l'intérêt de l'école du professeur Baron. Bon, vous verrez qu'il y a des noms de médecins qui sont un petit peu connus dans cette étude, enfin connus par les spécialistes. Je les mentionne à titre de mémoire, docteur Oringaud, professeur Baron, Marie-Thérèse Couchard, qui était pharmacien, je crois. Voilà les principaux. Il y en a d'autres, en fait, hein. Et l'intérêt, c'est qu'à leur époque, les publications scientifiques étaient surtout faites en français. Donc, on a pas mal de publications qui datent. Donc, vous voyez, celle-ci, elle date de 1984. Donc, pour tout ce qui est douleur et inflammation, c'est pôle sud principalement. Peut-être qu'on peut montrer une publication qui a été faite malgré tout sur les ananas, qui a été faite à l'étranger. C'est une publication scientifique plutôt agricole. Alors, il y a énormément de publications. J'en ai personnellement, je pense, 1000 ou 2000 publications dans le domaine de l'agriculture. Alors, soit de l'eau magnétisée, soit de la magnétisation des graines, puisqu'en fait, le fait de passer les graines dans un champ magnétique peut avoir certains effets bénéfiques. Donc là, dans cette étude dont on vous mettra les références, on voit que là, ce n'est pas l'eau magnétisée, hein, c'est l'effet des aimants qui sont placés sous le pot, en fait. Là, c'est des ananas, en fait. Et donc, on voit que selon qu'on n'utilise pas d'aimant, le pôle nord dirigé vers la plante ou le pôle sud dirigé vers la plante, eh bien, on n'obtient pas les mêmes effets. Vous avez à gauche donc le visuel sur les plantes, et puis à droite, vous avez le graphique qui vous démontre donc l'effet différent en fait entre le nord, le sud, etc. Alors, ces effets, j'ai volontairement choisi cette étude parce que là, l'effet est évident. On a des études où les effets sont moins évidents, mais sont quand même significatifs.
Alors, on peut utiliser également les deux polarités. Alors, il faut peut-être expliquer que le principe, c'est que quand on a ce qu'on appelle un aimant monopolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pôle par face, hein, les lignes de champ vont loin dans l'espace, comme on le voit sur le schéma. Les lignes sortent du pôle plus, vont relativement loin dans l'espace, et ensuite rejoignent le pôle moins, également en allant assez loin dans l'espace. On voit que si on aime sur le schéma du dessous, que si on a un aimant multipolaire, en ayant des plus et des moins qui sont côte à côte, les lignes de champ se referment très rapidement et ne vont pas loin dans l'espace. Donc on peut éventuellement utiliser ce type d'aimant sur par exemple des problèmes de peau ou des problèmes sous-cutanés, mais pas tellement pour des problèmes plus profonds. En revanche, on peut utiliser les deux pôles à la fois, par exemple sur des grosses articulations, quand on met les deux pôles face à face. Quand les deux pôles sont face à face et non pas côte à côte, les lignes de champ vont donc toujours du plus vers le moins, c'est-à-dire du nord vers le sud, si on respecte la notation internationale. Et à ce moment-là, quand on met, pardon, par exemple, un aimant sur la rotule et un aimant derrière le genou, eh bien, les lignes de champ traversent complètement le genou. Si on mettait les deux aimants côte à côte au niveau, par exemple, de la rotule, les lignes de champ pénétreraient peut-être de 1 ou 2 centimètres de façon significative, mais elles n'iraient pas en profondeur dans le genou. Un autre, je vous ai parlé des aimants, de la polarité, de la dimension des aimants. Il y a un autre point important, c'est la durée d'exposition. Pour tout ce qui est les douleurs, en fait, les douleurs et les inflammations sont les applications reines en fait de magnétothérapie. C'est pratiquement la seule application reconnue en France, en tout cas officiellement. Euh, il y en a bien d'autres en réalité, puisque comme je vous parlais tout à l'heure de la médecine traditionnelle chinoise ou de la médecine moderne japonaise, qui utilise beaucoup les aimants. On peut avoir des effets dans tout un tas d'autres domaines. Et donc, notamment, une des deux jambes de la magnétothérapie que souvent les gens oublient, c'est la magnétisation de l'eau. C'est-à-dire que si vous prenez une bouteille d'eau, un contenant d'eau, en fait, que vous mettez entre des aimants, alors vous pouvez mettre entre deux pôles sud, entre deux pôles nord, entre un pôle sud et un pôle nord. Je ne rentre pas dans le détail, on y reviendra dans une autre vidéo, je crois que ça ferait l'objet du prochain webinaire. Donc, on ne rentrera pas dans les détails ce soir. Mais le fait de consommer une eau magnétisée, alors à condition que l'eau soit saine, hein, c'est-à-dire pas d'eau du robinet, parce que le fait de magnétiser l'eau va dynamiser tout ce que contient l'eau. Donc, si vous avez un petit peu de nitrate, un petit peu de pesticides, etc., c'est pas super. Donc, il vaut mieux prendre des eaux en bouteille de bonne marque. Moi, personnellement, je recommande souvent Volvic, Montcal, Monroucous, des eaux qui sont peu minéralisées et peu polluées, évidemment, si même possible, pas polluées du tout. On peut également utiliser des osmoseurs qui fabriquent des eaux qui sont similaires à ces marques que je vous ai citées. Donc, en fait, le fait de consommer une eau magnétisée, alors, elle n'est pas magnétique, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas magnétique, hein. C'est un abus de langage de dire eau magnétisée, c'est-à-dire, je devrais dire eau passée dans un champ magnétique à chaque fois. Mais comme c'est trop long, on parle d'eau magnétisée, eh bien, ça va renforcer l'effet des aimants. Ne serait-ce que parce que l'eau magnétisée a un effet anti-inflammatoire, mais on y reviendra plus en détail une autre fois. Tout à l'heure, je vous ai dit que la magnétisation de l'eau va aller renforcer les polluants. De la même façon, la magnétisation de l'eau va renforcer l'effet de la phytothérapie. Donc, c'est doublement intéressant. Voilà, j'ai terminé la présentation. Et donc, s'il y a des questions, eh bien, écoutez, je suis à votre disposition pour y répondre. Ok. Donc peut-être en préambule, je vais préciser
qu'il existe plusieurs méthodes d'utilisation des aimants en magnétothérapie. Il y a la magnétothérapie, la magnétoponcture, qui est l'utilisation des aimants sur les points d'acupuncture. Donc ça, je suis incompétent, j'en parlerai pas. De toute façon, les principes restent les mêmes, en fait, c'est-à-dire que les acupuncteurs remplacent les aiguilles par des aimants, sachant qu'ils peuvent sélectionner soit le pôle sud, soit le pôle nord, si donc ils veulent disperser ou tonifier. Il y a la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda qui ont des techniques, enfin surtout l'Ayurveda, qui ont des techniques ancestrales, on peut dire, d'utilisation des aimants. Là, comme on est assez limité dans le temps, je ne vais pas en parler parce que enfin, sauf exception, j'en parlerai pas parce que c'est des manipulations pas spécialement compliquées, mais particulières. Je vais juste me limiter pour répondre aux questions de ce soir aux études cliniques qui ont été faites par des études hospitalières ou des équipes scientifiques, hein. Alors, donc, pour en revenir à votre question, peut-on utiliser des aimants en différents endroits? Alors, la réponse, elle est clairement oui. Même justement, si vous faites, par exemple, de l'auriculothérapie par aimant ou de la magnétoponcture, et que, par exemple, vous avez une entorse au poignet ou bien à la cheville, vous pouvez tout à fait garder vos aimants au niveau du lobe de l'oreille ou au niveau des points d'acupuncture et mettre les aimants sur le poignet ou la cheville pour traiter donc votre douleur. De la même façon, comme je vous le disais plus tôt dans la conférence, on peut boire de l'eau magnétisée. Donc, au contraire, le fait de boire de l'eau magnétisée pendant qu'on utilise des aimants, alors pas forcément exactement en même temps, mais disons pendant la journée, de boire de l'eau magnétisée et d'utiliser les aimants en parallèle ne pose pas du tout de contre-indication. Donc, il faut préciser donc, qu'il faut sélectionner les aimants en fonction de l'utilisation, comme on le disait tout à l'heure dans la conférence, hein. C'est-à-dire que sur l'articulation d'un orteil ou d'un doigt de pied, d'un doigt de la main, des tout petits aimants suffisent pour traiter, y compris à travers l'articulation, donc pour traiter l'articulation en question. Pour un genou, il faudra un aimant beaucoup plus gros, etc. Quand on veut utiliser des aimants qui ont une certaine force en minimisant leur dimension, à ce moment-là, on sélectionne des aimants qui sont dans un alliage qui s'appelle néodyme fer-bore ou terre rare. Euh, Si on n'est pas, je dirais, comment dire, on n'a pas ce critère de miniaturisation qui, à la fois la miniaturisation et à la fois une forte puissance magnétique, hein. On peut prendre des aimants en céramique, hein. Euh, voilà à peu près. Alors, il existe. Ah oui, il y a un autre point important, c'est la durée. Donc, la durée d'exposition est variable selon ce qu'on veut faire. Bon, je dirais que les applications les plus classiques, c'est les douleurs. Pour les douleurs, les résultats les meilleurs sont obtenus avec un port quasiment 24 heures sur 24, sauf quand on prend un bain ou une douche, on les enlève pour éviter qu'ils ne s'oxydent. Sinon, on dort avec, on même fait du sport avec. On a beaucoup de sportifs qui les utilisent même en préventif pendant l'entraînement. C'est pas seulement utilisé sur des douleurs existantes, on peut les utiliser également en préventif. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a par exemple Jeanne Longo qui utilise nos aimants, enfin qui les utilisait, pardon, quand elle s'entraînait en préventif. Donc voilà, après, si on veut rentrer vraiment dans le détail, il existe un livre qui est un livre en anglais qui fait 450 pages et qui donne en fait tous les critères que sont la dimension, le matériau, les plaquages de surface éventuels, parce que les néodymes fer-bore que je vous ai cités, par exemple, sont souvent plaqués en nickel. Ce n'est pas utilisable en magnétothérapie parce que ça va générer des allergies de peau. Quand on utilise des néodymes fer-bore, on les utilise plaqués or en fait, hein. Mais par exemple, les céramiques n'ont pas besoin de plaquage puisqu'ils sont inertes. Donc voilà. Le bouquin aborde également les champs pulsés. Donc nous, ce webinaire ne concerne que le champ magnétique permanent des aimants. Donc ce qu'on appelle d'ailleurs aimant permanent, par opposition aux ondes pulsées avec des fréquences particulières, etc. Donc le bouquin, enfin, les 450 pages couvrent à la fois les aimants et tous les champs pulsés.
Alors, chaque cancer est différent, c'est-à-dire qu'un cancer du pancréas est différent d'un cancer, d'un mélanome, par exemple. Donc, on ne peut pas du tout généraliser. En plus, il y a relativement peu d'études compte tenu du nombre de cancers et compte tenu du nombre d'études publiées. Alors, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des études qui sont publiées, mais qui sont encore du domaine de la recherche. Donc, on ne peut pas vraiment dire bah, il faut absolument faire ceci ou faire cela. Alors, les naturopathes, malgré tout, utilisent, enfin, un certain nombre de naturopathes qui utilisent la magnétothérapie, utilisent beaucoup les aimants, suite à une étude américaine qui a été publiée il y a peut-être une vingtaine d'années, où ils montrent que, de façon générale, le pôle sud international a un effet plutôt retardateur du développement des cellules cancéreuses et inversement pour le pôle nord. Donc ça également insiste au passage sur le fait qu'il ne faut pas se tromper de polarité. Euh, alors, ils utilisent bien sûr en parallèle des compléments alimentaires, des techniques classiques de cancérologie, etc. Mais voilà, les aimants peuvent être utilisés également, sans oublier deux choses que sont l'eau magnétisée. Alors, généralement, on conseille de le boire de l'eau magnétisée avec du pôle sud. Là, alors, on a montré des photos pendant le webinaire où on montrait des exemples de bouteilles d'eau en train d'être magnétisées. On peut rajouter que un point très important dont on a également parlé dans le webinaire tout à l'heure, c'est d'assainir la chambre, voire même le lieu du travail quand on a un cancer, sur tout ce qui est pollution électromagnétique, parce que c'est vraiment un cofacteur qui peut être, qui peut être soit déclenchante. D'après certains spécialistes, ça peut être suffisant pour déclencher, alors pas en 15 jours, mais sur quelques années, soit aggravant. Donc, c'est un élément qui est toujours à prendre en compte, d'autant plus que, comme on le disait avant, la mélatonine est une hormone anticancéreuse et que la perturbation de la sécrétion de la mélatonine par la pollution électrique diminue la sécrétion de mélatonine et donc diminue la capacité du corps à se défendre contre ce type de maladie. Alors, il y a deux questions. Il y a les acouphènes, il y a la surdité. Alors, sur la surdité, de mémoire comme ça, je n'ai pas connaissance d'une étude clinique, ni négative ni positive. Je n'ai pas connaissance de l'existence simplement. Par contre, sur les acouphènes, il y a deux types d'acouphènes. Il y a les acouphènes d'origine neurologique et les acouphènes d'origine qui ont leur origine dans l'oreille interne. Alors, au niveau neurologique, il y a une technique qui est utilisée notamment également beaucoup dans les problèmes d'épilepsie, notamment une équipe de pointe dans un hôpital de Madrid en Espagne, où ils appliquent des aimants assez gros, style le lingot qu'on a vu tout à l'heure, qui fait à peu près 5 cm de diamètre, qu'ils appliquent donc en fonction de la région qu'ils veulent influencer, la région du cerveau qu'ils veulent influencer, ils l'appliquent à certains endroits du crâne, les durées sont de l'ordre d'une demi-heure en l'occurrence. C'est un peu compliqué pour le particulier et même pour le magnétothérapeute classique parce qu'il faut avoir connaissance des zones précises du cerveau qui commande quoi, etc., l'hémisphère nord, l'hémisphère gauche. Donc ça, c'est pas tellement à la portée des non-neurologues, on va dire. En revanche, pour les acouphènes qui ont leur origine dans l'oreille interne, ce qu'on utilise généralement, c'est des aimants de la taille d'une pièce d'1 euro environ, qui sont en céramique, et on utilise le pôle nord dirigé contre la peau. On met l'aimant derrière le pavillon de l'oreille sur l'os bombé, qui s'appelle le rocher. Et généralement, on passe 8 heures pendant la nuit. Comme ça ne se voit pas la journée. On n'est pas embêté au niveau esthétique. Pourquoi le pôle Nord? Parce que le pôle Nord est vasodilatateur et on améliore l'irrigation de l'oreille interne. Il y a un audioprothésiste qui a fait toute sa carrière en utilisant les aimants en complément de l'acupuncture, et il obtenait des très 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 bons résultats de l'ordre de 80 ou 90% en utilisant systématiquement les deux techniques couplées, c'est-à-dire aimant au niveau de l'oreille interne, c'est-à-dire derrière le pavillon, et acupuncture.
Euh, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette question. Alors, sur les vertiges, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'en fait, les spécialistes de l'imagerie par résonance magnétique, c'est les gros appareils qui permettent de voir de façon détaillée chaque organe du corps, ils se sont aperçus que si les personnes bougent la tête pendant qu'ils sont dans le champ magnétique très important de la machine, ça leur crée au contraire des vertiges. À ma connaissance, il n'y a aucune étude clinique qui a testé l'effet sur les vertiges avec les aimants permanents. Il y a en revanche une étude qui s'est intéressée au mal des transports. Et là, on est dans un domaine qui est proche. Et la technique était similaire à la technique justement euh, des acouphènes. C'est-à-dire qu'il faut mettre une piécette en céramique derrière chaque oreille, puisqu'en fait, la source de l'équilibre et des vertiges, ça se passe dans l'oreille interne. Après, moi, j'ai connaissance que d'une seule étude, donc je ne peux pas donner de taux de réussite. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, par exemple, sur tout ce qui est douleur, on a un taux d'efficacité selon les personnes et les études de 70 et 80%. Là, je ne suis pas du tout. Alors, il y a des études positives dont j'ai connaissance qui ont donné des bons résultats en utilisant soit des pastilles, soit des mégapastilles. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des aimants qui tournent également autour de la dimension d'une pièce de 10 centimes d'euros ou d'une pièce d'1 euro, une grosse, un peu plus gros même. Qui sont utilisés donc au niveau du canal carpien, c'est-à-dire au niveau à peu près de la paume. Les deux études ont montré que les meilleurs résultats sont obtenus si on couple à la fois l'effet magnétique et à la fois un effet de strapping. Alors, il existe, par exemple, un textile magnétique pour le poignet qui est à la fois magnétique et qui est fait à la fois strapping. Mais si vous avez des effets, enfin, si vous avez des strappings non magnétiques, vous pouvez tout à fait installer votre strapping et glisser l'aimant dans le strapping pour avoir les deux effets couplés. Et les deux études avaient des effets, une au bout de 30 jours, l'autre au bout de 60 jours. Donc voilà à peu près les durées de traitement avec des applications qui étaient de l'ordre d'une douzaine d'heures par 24 heures, enfin donc la moitié du temps à peu près. Ah, j'ai oublié une chose de préciser, excusez-moi, c'est que en l'occurrence sur les deux études là de canal carpien, c'était des études bipolaires où on utilisait, c'est-à-dire on utilisait les deux pôles simultanément. Euh, alors, ça, c'est comme ça que les deux études dont j'ai connaissance ont été faites. Je suis persuadé qu'on aurait eu des résultats aussi bons en utilisant uniquement le pôle sud. Alors, la fatigue. Alors justement, on va parler là justement de techniques indiennes. Vous avez une photo, une illustration. Alors c'est pas dans un ordre de préférence, hein, je vous donne toutes les techniques un petit peu dans l'ordre où elles me viennent à l'esprit. Donc il suffit entre guillemets de poser chaque main sur des aimants qu'on appelle nous les galets. Je ne sais pas si on voit, par exemple, ici, vous avez un côté qui est repéré N, c'est le pôle nord, et l'autre face qui est la face lisse, qui est la face donc sud. Donc, en fait, on utilise une main sur la face nord et l'autre main sur la face sud. On fait comme ça, donc là, on ne voit pas puisque c'est dans l'écran, mais on le voit sur l'illustration. Donc, on fait des séances d'une dizaine de minutes, 2 ou 3 fois par jour, à distance des repas, pour ne pas perturber la digestion. Ça, c'est une méthode classique de la médecine traditionnelle indienne, de l'Ayurveda en fait, hein, contre la fatigue. Sachant que dans les bouquins, on voit surtout nord à droite, sud à gauche. En fait, c'est faux une fois sur deux. Donc là, il faut tester dans quel sens ça vous convient le mieux.
Voilà, ça c'est pour une première technique. Une deuxième technique, c'est, on revient à nouveau sur l'eau magnétisée, c'est de boire de l'eau mixte. Donc, on magnétise un récipient d'eau avec deux aimants, des aimants qui soient dimensionnés aux proportions du récipient. Donc, si c'est une bouteille de 5 litres, on utilise plutôt une grosse plaque. euh, je ne sais pas si on voit facilement, avec une face sud, une face nord. Voilà, donc on met une plaque dessus, une plaque dessous. Ça permet de magnétiser 5 litres ou un pack de 6 bouteilles à la fois. Et on boit cette eau, en fait, tout simplement, quand on a soif, quoi. On peut également faire des infusions. Alors le problème, c'est que quand on chauffe l'eau, ça annule l'effet de la magnétisation préalable. Donc à ce moment-là, il faut remagnétiser l'eau. Si c'est par exemple une tisane de, je sais pas moi, de quoi que ce soit, de thym, voilà. Qu'est-ce que donc pour la fatigue, euh, voilà. Ce que j'allais oublier de dire sur l'eau tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, et c'est d'ailleurs là comme ça enfin, c'est un des critères qui peut permettre de voir si on a affaire à un bon connaisseur de la magnétothérapie et des aimants. C'est il faut essayer de magnétiser le volume complet de la bouteille d'eau sans dépasser 1000 Gauss. Quand on dépasse 1000 Gauss, on peut avoir des effets négatifs d'après certaines études cliniques. Et donc, il faut essayer d'être inférieur à 1000 Gauss sur l'ensemble du volume, en fait. Ça, c'est un point qui est important. Il y a une dernière chose qui n'est pas vraiment de la magnétothérapie, qui rejoint l'énergétique, qui rejoint le champ magnétique terrestre. C'est que le sol, en fait, là, on rentre plutôt dans le domaine de l'électrique, l'électricité terrestre ou tellurique. Le fait de marcher soit pieds nus, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il est recommandé de marcher pieds nus dans la rosée, par exemple, le matin. Euh, alors, je dirais que l'idéal, c'est d'être en contact avec le sol au minimum une demi-heure. J'ai à peu près une cinquantaine de publications scientifiques sur l'électricité tellurique. Donc, pour bénéficier de l'électricité tellurique, il ne faut pas de chaussures avec des semelles en caoutchouc. Donc, c'est soit pieds nus, soit avec des chaussures avec des semelles en cuir. Et donc, soit vous faites une marche pendant une demi-heure, ou voire plus, hein, une demi-heure, c'est le minimum, soit même vous lisez, assis dans votre jardin avec les pieds au sol, soit donc vous trempez les pieds au bord de la mer si vous êtes au bord de la mer, ou voilà. Je dirais que là, l'électricité du sol va traverser votre corps. Donc l'électricité, le sol est négatif, l'atmosphère est positive. L'électricité va monter par les pieds, va traverser l'ensemble de votre corps. Ça lutte notamment contre les radicaux libres, puisque là, vous allez acquérir une électricité, enfin, vous déchargez l'électricité statique positive et acquérir plutôt une tendance d'électricité négative au sens électrique du terme, qui est positive au sens de la santé. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire, les différentes choses que vous pouvez faire en magnétothérapie et un peu plus avec la Terre. Et puis, tout à l'heure, on a eu une question qui s'est affichée à l'écran sur la maladie des forestiers. Euh, Personnellement, je ne connaissais pas, mais vous avez fait une recherche. Apparemment, c'est une ossification des ligaments paravertébraux. Les traitements qui sont préconisés par la médecine classique, c'est anti-inflammatoire, antalgique et rééducation donc chez le kiné. Quand je vois ce type de traitement, on pense on peut, comment dire, faire l'essai d'essayer les aimants. Parce que le pôle sud est anti-inflammatoire, donc on peut tout à fait faire un test en utilisant des pastilles ou des mégapastilles au niveau de la colonne vertébrale pour leur effet antalgique et anti-inflammatoire, donc pôle sud. La rééducation chez le kiné, ben là, il faudra absolument aller chez le kiné. Euh, et là, le port sera 24 heures sur 24, comme pour tous les problèmes articulaires, en fait. Voilà. On peut peut-être également recommander de boire des eaux faiblement minéralisées. Euh,
là, on a quelques études qui ont été faites, par exemple, sur des calcifications qui se font au niveau du tendon de l'épaule. Donc, on a parfois des effets d'amélioration sur certaines personnes en utilisant donc localement le pôle sud alors en consommant de l'eau très très peu minéralisée, donc du style de celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire mon Roucous, mon Calme ou de l'eau osmosée, en la magnétisant. Et on arrive sur une durée assez longue, chez certaines personnes en tout cas, à récupérer, à limiter, enfin déjà à arrêter cette calcification, voire à revenir en arrière. On a également une grosse étude allemande, enfin deux équipes, une équipe allemande et une équipe chinoise, qui a été faite sur sur 900, un peu moins de 900 patients, sur des calculs rénaux. Donc on n'est pas tout à fait dans le même domaine, mais en buvant 2 litres d'eau magnétisée par jour, 60% des patients ont évité l'opération. Donc, je dirais qu'on peut essayer les aimants sur la maladie de Forestier. Je n'ai pas du tout connaissance de ce cas de figure puisque je ne connaissais même pas le nom de cette maladie. Alors, une hernie discale, les aimants sont très efficaces, parfois même trop. Donc, il faut mettre en garde hein, contre la possibilité d'avoir un soulagement total au risque d'avoir un pincement de vertèbre dangereux. Donc, il faut toujours faire vérifier ça, soit par son généraliste, soit par son vertébrothérapeute ou son chirurgien pour être sûr, ou son radiologue, pour être sûr qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans. Une fois qu'on a été opéré ou en attendant l'opération, on peut tout à fait utiliser les aimants pour se soulager. Les aimants ne vont pas remettre en place le pincement vertébral. Hein. Donc là, on utiliserait typiquement au niveau de la vertèbre ou des vertèbres un ou des aimants, donc à la fois des pastilles ou des méga pastilles qui font à peu près la dimension, donc qui sont en terre rare et qui font avec le pôle sud dirigé vers la colonne vertébrale, donc contre la peau, qui ont un effet donc antalgique et anti-inflammatoire. Euh, on peut également on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On peut également utiliser des ceintures lombaires, par exemple. Alors, il existe des ceintures lombaires ou des ceintures scapulaires qui intègrent des aimants d'origine. On peut tout à fait utiliser des ceintures lombaires classiques qu'on achète en pharmacie, qui n'ont pas d'aimants, et intégrer des aimants aux bons endroits dans les ceintures lombaires ou scapulaires, ou mettre les aimants directement avec un sparadrap au niveau donc, de la colonne, en droit de la colonne qui est concernée. Un petit truc, c'est que quand vous prenez un tissu, admettons que ça soit ma main, soit le tissu, vous pouvez mettre là, ça va être côté corps, vous mettez un aimant sud dirigé vers le corps, et de l'autre côté, vous mettez également un aimant sud dirigé vers le corps. Les deux aimants vont s'attirer et vont se fixer tout seuls en fait sur le tissu. Donc vous n'aurez même pas besoin de faire de la couture ou quoi que ce soit pour les faire tenir. Ça, c'est dans le cas évidemment où vous utilisez des textiles qui n'ont pas d'aimants intégrés. C'est petit conseil pratique. Voilà. D'accord. Alors sur les hématomes, là on a un petit visuel qu'on a déjà montré tout à l'heure pendant le webinaire. Les aimants sont extrêmement. Alors, hémorragie hématome, on est assez voisins. Euh, le principe, c'est que si on met les aimants quasiment tout de suite, c'est là que c'est le plus efficace. Par exemple, là, sur l'exemple que vous voyez à la, sur l'écran, les aimants ont été placés immédiatement après la blessure, c'est-à-dire dans le quart d'heure qui suivait. Et l'hématome, enfin l'échymose, a disparu en quelques heures. Et on voit sur l'écran, les photos de droite, les aimants ont été enlevés et on voit qu'à tous les endroits où il y avait des aimants, l'hématome s'est résorbé en fait. Hein. C'est valable également au niveau d'un hématome profond. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites une chute au ski, vous tombez en arrière sur les fesses, vous avez un énorme hématome aux fesses. Si vous prenez un aimant du style des galets, donc, que je vous montrais tout à l'heure pour magnétiser de l'eau, voire même une plaque,
que je vous montre également pour magnétiser un plus grand volume d'eau. Vous l'appliquez au niveau de la fesse, au niveau de l'hématome, pendant plusieurs heures, hein. Ça ne s'applique pas 5 minutes, hein. Vous allez le résorber extrêmement rapidement, à condition que vous le fassiez rapidement. Si vous attendez 3 jours, il se paraîtra plus vite, il sera résorbé plus vite que sans rien, mais ça sera beaucoup plus long. Voilà ce qu'on peut dire. J'ai oublié peut-être de préciser que là, on a une très grosse différence d'effet entre le pôle sud et le pôle nord. Il faut utiliser le pôle sud contre les hématomes. Ça, c'est notamment quelque chose qui a été découvert par le professeur Baron. Alors, j'ai pas la prétention de connaître tous les médecins et thérapeutes qui utilisent la magnétothérapie parce que c'est mouvant en permanence, en fait, hein. Il y a des médecins qui font un stage et puis qui deviennent magnétothérapeutes. Il y en a d'autres qui prennent leur retraite. Par exemple, Baron, tous ceux dont je vous parlais tout à l'heure, sont à la retraite maintenant. Enfin, d'ailleurs, Baron, même, il est même décédé. Euh, donc, pour ça, le mieux, c'est Internet, en fait. Alors, vous avez sur Internet, si vous tapez sur Google, annuaire au singulier-thérapeute au pluriel.com, un annuaire enfin, de tous les thérapeutes de France qui utilisent différentes techniques. Donc, si vous tapez magnétothérapie, vous allez sortir. En plus, il y a un classement par département. Donc, vous pouvez trouver les gens de votre région, mais c'est valable pour tout, hein. C'est valable pour la sophrologie, pour la magnétothérapie, pour toutes les techniques, en fait, hein. C'est un annuaire qui est assez utile. Sinon, si vous ne trouvez rien dans votre région, alors attention, c'est différent des magnétiseurs, hein. Les magnétiseurs utilisent, alors les mots sont similaires, mais ils utilisent leurs mains. Euh, on a quand même effet à deux phénomènes qui sont similaires, mais qui sont différents. Et historiquement, ils ont été mélangés à l'époque de Mesmer. Donc, ça serait mieux si on pouvait parler de mesmérisme pour les magnétiseurs qui utilisent leurs mains, et si on pouvait parler de magnétothérapie ou de magnétologie pour les gens qui utilisent des aimants. Voilà. Parce que donc, dans l'annuaire thérapeute, si vous tapez magnétiseur, vous allez tomber surtout sur des gens qui font du magnétisme avec leurs mains. Euh, ça n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir, si ce n'est, donc, comme je vous le disais, la confusion qui a eu lieu au XVIIIe siècle au niveau historique, hein. Voilà. Alors non, parce que en fait, le fer, pour qu'il soit ferromagnétique, c'est un état particulier en fait. Et là, dans le sang, il est combiné à l'hémoglobine, donc c'est un sel ferreux en fait, et donc il est pratiquement pas magnétique. Donc non, non, si on met un aimant à un endroit, il va pas y avoir un hématome de fer ou un amoncellement de fer à cet endroit-là. On retombe à nouveau sur ce que je disais tout à l'heure, au niveau donc, de l'assainissement de la chambre et voire du lieu de travail. C'est sûr que quand on travaille beaucoup sur écran, on est à proximité d'un appareil, surtout généralement il est en Wi-Fi. Si jamais on regarde la télévision proche de l'écran, alors c'est moins valable maintenant avec les aimants plats, avec les écrans pardon plats. C'était surtout embêtant avec les écrans avec Canon, vous savez, des écrans qui étaient assez épais. Là, il y avait une pollution électrique qui était plus importante. Bon, c'est clair que quand on regarde la télé, il vaut mieux être à distance de la télé. Si on regarde la télé sur ordinateur, il vaut mieux se mettre à distance de l'ordinateur, donc avoir un écran un peu plus grand, parce que l'ordinateur, bah, il émet des ondes. Rien que son propre fonctionnement émet des ondes, sans parler de la Wi-Fi. Donc, c'est mieux si vous pouvez faire fonctionner votre télé et votre ordinateur comme le mien actuellement, vous voyez, par exemple, un bon exemple. Moi, je ne suis pas en Wi-Fi, je suis en RJ45. Donc, comme ça, il émet que les ondes de fonctionnement interne, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, voilà, je pense que ce qu'on peut répondre sur la pollution électrique de la télévision. Alors, là, je ne vais pas savoir vraiment répondre. Je vais donner des pistes de réponse.
À ma connaissance, il n'existe aucune étude sur l'effet sur le plasma de Quinton ou sur le sérum de Quinton. Il y a des études qui existent sur la synergie avec, par exemple, des traitements de phytothérapie, soit des extraits en ampoule qu'on verse dans de l'eau, soit des infusions, des décoctions. Donc là, il y a des études qui ont été faites, notamment sur le ginkgo biloba, par exemple, avec des effets très très positifs de renforcement. Sur le plasma de Quinton, j'aurais tendance à dire que je ne le ferai pas parce qu'on risque de le minimiser. Alors, je vais vous dire sur quoi je me base pour dire ça. Euh, En agriculture, il y a énormément d'études qui ont été faites sur l'arrosage des exploitations, que ce soit des arbres ou des légumes, avec de l'eau saumâtre. Parce qu'il y a beaucoup de pays du Sud, notamment, qui ont des ressources en eau très limitées et qui utilisent de l'eau saumâtre, en fait, parce qu'ils sont à proximité de la mer et les nappes phréatiques, en fait, sont partiellement salées. Les études ont montré, il y en a plusieurs centaines, je pense, ont montré que si on magnétise l'eau saumâtre, on a un effet qui amoindrit, qui amoindrit l'effet du sel sur les plantes. Donc, est-ce qu'on peut vraiment conclure que ça minimiserait l'effet de sérum de Quinton? Peut-être, c'est pas sûr, j'en sais rien en fait, mais bon, c'est un élément de réponse. Le deuxième élément de réponse auquel je pense, c'est qu'on a plusieurs études qui ont été faites sur des eaux de piscine, que je mentionnais également tout à l'heure. Et dans les eaux de piscine, on a tout un tas de particules en suspension et on cherche à les faire floculer. Donc généralement, on met des floculants dans les eaux de piscine quand on a des problèmes d'eau trouble. Et en fait, le fait de passer l'eau dans un champ magnétique, dans le circuit de la piscine, en fait, va augmenter l'effet du floculant. Je me demande donc si on n'aurait pas un effet partiel de floculation sur le sérum de Quinton. Donc personnellement, sans avoir d'éléments précis, je ne le ferai pas. Voilà. Voilà, je pense que l'heure, enfin le temps étant écoulé, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous d'ici à peu près un mois pour le prochain webinaire qui aura lieu justement sur les différentes utilisations de l'eau magnétisée. Alors, je vous ai donné justement un exemple à l'instant sur les calculs rénaux, mais également en agriculture, en jardinage, etc. Donc, on pourra traiter en fait toutes les utilisations de l'eau magnétisée dans le prochain webinaire. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir.